Bonsoir, nous sommes ravis de vous retrouver ce soir pour ce 6e webinaire sur la chaîne CCD. Bienvenue à nos internautes de France et de l'étranger. Ce soir, nous allons parler d'un sujet passionnant, les dysménorrhées primaires et leurs différentes prises en charge. Pour débattre de ce sujet, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir 3 experts. Le docteur Simon Ducoulombier, gynécologue, Madame Camille Talley, sage-femme, et le docteur Isabelle Boquin, pharmacienne et responsable formulation au sein du laboratoire CCD. Durant toute la durée de cette émission, vous aurez la possibilité de poser vos questions directement via le chat. Nos experts y répondront en fin d'émission. Je vous souhaite maintenant une excellente soirée et passe la parole au docteur Simon Ducoulombier. Bonsoir. Pour débuter, on va définir les dysménorrhées. C'est un symptôme fréquemment exprimé par les patientes au cours des consultations, et notamment en gynécologie, de la puberté à la ménopause. Elles correspondent à l'ensemble des douleurs et des symptômes associés qui précèdent ou accompagnent les règles. On distingue les dysménorrhées primaires et les dysménorrhées secondaires, mais aussi essentielles et organiques. Les dysménorrhées primaires sont les plus fréquentes. Elles débutent après la puberté. Elles sont le plus souvent essentielles, c'est-à-dire sans cause sous-jacente. On les distingue des dysménorrhées secondaires qui apparaissent, elles, progressivement, en s'aggravant. Elles sont le plus souvent organiques, c'est-à-dire avec une pathologie gynécologique sous-jacente, telle l'adénomiose, l'endométriose, les fibromes ou les malformations utérines. Initialement, Hippocrate reliait les douleurs à un obstacle qui empêchait le flux de s'écouler. Depuis, on a un petit peu progressé sur la compréhension des mécanismes. La douleur ressentie par les patientes est secondaire à une hypoxie des tissus, l'hypercontractibilité du myomètre et la vasoconstriction des artérioles du myomètre entraîne une ischémie cellulaire, et en parallèle, on a aussi une hypersensibilisation des fibres nerveuses. C'est là tout l'enjeu de la prise en charge des dysménorrhées, c'est-à-dire éviter la chronicisation des douleurs. Au cours du cycle, avant l'ovulation, on a une augmentation, puis au moment de l'ovulation et en deuxième partie de cycle, pendant la phase lutéale, une chute de la progestérone. Cette chute de la progestérone va entraîner une production de prostaglandine, et en parallèle une production de leucotriène. Ce sont des médiateurs puissants de l'inflammation qui sont des utérotoniques et des vasoconstricteurs. L'hypersécrétion endométriale des prostaglandines est très probablement la principale cause et la principale étiologie des dysménorrhées primaires. Cependant, 20% des patientes sont résistantes aux antiprostaglandines. On peut citer la voie des leucotriènes, l'arginine vasopressine, qui probablement sont d'autres voies d'activation de la douleur. L'American College, en 2020, a défini plusieurs critères, plusieurs symptômes pour diagnostiquer les dysménorrhées primaires. On peut prendre en premier l'âge. Les douleurs menstruelles, généralement, débutent au moment de la puberté ou dans les 2 ans qui suivent la puberté. La chronologie, les douleurs sont avant ou au début des règles. La localisation des douleurs, les douleurs sont abdominales, elles peuvent irradier un petit peu, mais on reste au niveau abdominal. La durée, ce sont des durées courtes, inférieures à 3 jours. Le type de douleur, le plus souvent qui s'exprime au travers de crampes abdominales. Et l'évolution dans le temps, elle est plutôt stable. On n'a pas d'aggravation, en tous les cas, pas sur les dysménorrhées primaires. On peut citer les symptômes associés qui sont en lien avec l'hypersécrétion de prostaglandine, le syndrome prémenstruel qui accompagne les dysménorrhées primaires et pour certaines patientes le symptôme le plus invalidant et qu'elles mettent le plus en avant. Si on prend l'endométriose en comparaison qui est une dysménorrhée secondaire, eh ben on a un âge qui est rare chez l'adolescente, c'est-à-dire que l'apparition se fait progressivement. La chronologie, les douleurs sont télémédiales, c'est-à-dire tout au long du cycle, voire même en dehors du cycle.
La localisation, les douleurs sont plus globales avec des irradiations vers les fesses, notamment s'il y a une atteinte des ligaments utérosacrés. On peut noter des dyspareunies. L'intensité, on a des EVA qui montent très rapidement à 10. La durée, les douleurs durent plus de 3 à 5 jours, voire tout au long du cycle. L'évolution, on a un échappement progressif au thérapeutique avec une aggravation progressive de la symptomatologie. Et les symptômes, généralement, le syndrome prémenstruel est moins présent. On a plus des signes digestifs et urinaires qui sont marqués. Attention, toute dysménorrhée n'est pas de l'endométriose. Il faut savoir l'évoquer, mais il faut aussi surtout savoir rassurer les patientes, et notamment les mamans. La fréquence des dysménorrhées primaires est d'à peu près 60% des patientes. L'endométriose, c'est 10 à 15% des patientes, et toutes les endométrioses ne sont pas symptomatiques. Attention à l'impact des dysménorrhées, notamment sur la qualité de vie des patientes. Chez les jeunes filles, elle peut entraîner de l'absentéisme et même de la déscolarisation. On commence à prendre en compte ces répercussions, notamment au niveau des entreprises ou au niveau des gouvernements, avec par exemple récemment l'Espagne qui met en place un congé menstruel. Le Japon l'avait fait il y a très longtemps. Le but, c'est d'éviter que la douleur devienne chronique, car elle est plus complexe à prendre en charge. Les thérapies conventionnelles vont agir à différents niveaux. La contraception hormonale va agir au niveau de l'ovulation en bloquant l'ovulation. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens vont bloquer la production de prostaglandine, et les antispasmodiques, tels le fluoroglucinol, vont diminuer les symptômes en lien avec les contractions. On peut aussi citer le paracétamol, qui est un antalgique et qui agit en synergie, notamment avec les anti-inflammatoires. En première intention, les différentes sociétés savantes recommandent d'utiliser les anti-inflammatoires. Les anti-inflammatoires vont donc bloquer la sécrétion de prostaglandine, mais aussi agir un petit peu au niveau du flux en diminuant le volume. Il n'existe pas de supériorité entre les différents anti-inflammatoires. On n'a pas retrouvé dans les études un anti-inflammatoire qui avait une action plus efficace, notamment au niveau gynécologique. On doit informer les patientes sur les effets secondaires et notamment les effets au niveau digestif, au niveau de l'estomac. Si on veut améliorer leur efficacité, il faut les débuter en amont de l'apparition des douleurs et, si possible, utiliser des doses décroissantes. Une fois que la production a débuté de prostaglandine, on a moins d'efficacité, donc plus on les utilise en amont, meilleure sera l'efficacité. À noter, l'aspirine, qui est aussi un antiprostaglandine, sera moins efficace. Après 2 ou 3 cycles, en cas d'échec, on peut discuter l'utilisation d'une contraception œstroprogestative. On privilégiera une pilule combinée mini-dosée de 2e génération ou équivalent, en l'absence de contre-indication et notamment thromboembolique. Les pilules microprogestatives sont moins bien tolérées, notamment chez les adolescentes. Voilà. Il n'y a pas de différence d'efficacité entre les 20 gamma et les 30 gamma. Et si après plusieurs cycles, on retrouve encore une efficacité qui n'est pas suffisante, il ne faut pas hésiter à associer les anti-inflammatoires ou à prendre la pilule en continu. En cas d'antécédent ou de contre-indication au microprogestatif, on peut utiliser le désogestrel ou la drospérinone qui vont elles aussi bloquer l'ovulation. Attention, le lévonorgestrel ne bloque pas l'ovulation et donc a une efficacité moindre, mais on l'utilise beaucoup moins en pratique courante. On peut utiliser un progestatif en 2e partie de cycle, tel le dihydrogestrone, qui est très bien toléré. Il a l'avantage de ne pas être contraceptif et notamment ça pose moins de soucis, notamment chez les jeunes filles, de ne pas relier le traitement antalgique avec une contraception. Voilà. La principale problématique qu'on a à l'heure actuelle, c'est l'acceptabilité des thérapeutiques auprès des patientes. Les patientes souhaitent des thérapeutiques avec l'absence d'effets secondaires, une efficacité immédiate, ce qui est un peu compliqué. Et c'est pour ça qu'on a d'autres thérapeutiques à proposer. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer à ces patientes qui ne voudront pas de l'allopathie ? Eh bien, en premier lieu, on va pouvoir bien sûr leur parler d'application de chaud. Ça fonctionne bien, c'est pas toujours évident de l'utiliser sur son lieu de travail, mais en tout cas, on peut commencer par ça. Bien sûr, de se reposer. Donc, on reparlera de ce congé menstruel qui semble être une bonne idée. On va pouvoir leur proposer une activité physique qui va permettre de réduire les dysménorrhées parce que le fait de faire du sport, ça fait sécréter des endorphines naturelles.
Et puis, on va pouvoir aussi parler alimentation avec l'alimentation anti-inflammatoire, que ça soit en réduisant les protéines de lait et peut-être en évitant le gluten. Ensuite, on va parler d'autres thérapeutiques. Donc, on va aborder la question de l'ostéopathie, du TENS, de l'acupression. Ça, on va en parler ensemble dans les diapositives qui vont arriver. On pourrait aussi parler d'aromathérapie, de phytothérapie et puis de compléments alimentaires dans la fin de cette présentation. On va commencer par l'ostéopathie. L'ostéopathie, qu'elle soit interne ou externe, elle va servir à mobiliser les tissus les uns par rapport aux autres. Donc, on va pouvoir commencer par un travail externe et venir mobiliser le bassin, redonner une amplitude de mouvement dans le diaphragme thoracique de la patiente. Et puis, quand on a la chance de pouvoir travailler en intravaginal, on va venir mobiliser l'utérus par rapport aux structures qui sont en arrière avec le rectum et en avant avec la vessie. Le fait de redonner de la mobilité à ces tissus va faire en sorte qu'ils soient mieux perfusés et donc moins douloureux. Le travail d'ostéopathie va permettre donc de redonner de la souplesse dans les tissus et normalement de diminuer les douleurs ressenties par la patiente. Ensuite, on va pouvoir parler de TENS. Alors, le TENS, c'est un traitement antalgique. La patiente va utiliser un patch qu'elle va pouvoir disposer sur son ventre, sur le bas de son dos, peut-être en regard de la douleur qu'elle a. Et elle va activer sur son boîtier une espèce de petite stimulation. Donc elle va sentir comme des petites fourmis sur son abdomen ou sur le bas de son dos. Et c'est très important qu'elle arrive à cette stimulation qui soit inconfortable, mais pas douloureuse. Le principe du TENS, c'est de venir chanter le message douloureux. Vous avez votre utérus qui vous fait mal parce que effectivement il est en hypoxie, donc c'est des douleurs très importantes. Et ce message nerveux va être bloqué par le petit fourmillement réalisé par le TENS. C'est ce qu'on appelle l'activité du gate control. Il n'y a qu'une seule information douloureuse qui peut remonter au cerveau et ça va être celle générée par le patch d'électrostimulation. On a une deuxième action avec ce patch, c'est ce qu'on appelle la sécrétion d'endorphines naturelles, parce que cette électrostimulation va venir faire contracter le muscle sous-jacent, et donc quand on a une activité musculaire, on a une sécrétion d'endorphines naturelles. Donc, quand je commence à avoir des dysménorrhées, j'applique mon patch. Généralement, dans les 5 minutes, je commence à être soulagée. Le programme va durer entre 20 et 30 minutes. Et à la fin des 30 minutes, je vais avoir ma sécrétion d'endorphines naturelles dans mon sang. Donc, je vais avoir un effet rémanent. Je vais pouvoir avoir un effet antalique, peut-être pendant encore 2 heures. Et ce patch n'a pas de limite d'utilisation. Donc, vous pouvez l'utiliser autant de fois que vous voulez pendant la journée. Ce qui est important, c'est qu'il colle bien à la peau et qu'on soit sur une peau saine et sans avoir mis de crème ou d'huile sur la peau. La seule contre-indication à l'heure actuelle, c'est la présence d'un pacemaker ou la grossesse. Pour toutes les autres indications, vous pouvez utiliser ces patchs en électrostimulation. Généralement, ils se rechargent sur batterie. Donc l'intérêt, c'est de l'avoir dans son sac tout le temps. Dès qu'on commence à avoir mal, on commence par mettre son patch. Ensuite, on va parler d'acupression. Il existe des points spécifiques pour les dysménorrhées. Donc le premier point dont on va parler, c'est un point qui se trouve sur le dos du pied. Et vous allez pouvoir mettre 2 doigts à la racine de votre gros orteil et puis vous allez chercher avec votre doigt le point qui va être le plus sensible, un point sur lequel vous allez appuyer et qui va faire mal. Une fois que vous avez ce point-là, donc là sur le pied, eh bien vous avez plusieurs possibilités. Soit vous l'appuyez et vous attendez, généralement bien quelques minutes, soit vous le massez en faisant des petits mouvements circulaires, quelques minutes aussi, et on peut aussi le tapoter, ce point-là. C'est le premier point sur le dessus du pied. Le deuxième point, on va mettre 3 doigts en dessous de l'ombilic. On a le nombril,
on met 3 doigts en dessous, et là, de nouveau, on cherche le point, on vient se déplacer un peu en haut, un peu en bas, un peu à droite, à gauche, et on vient chercher le point douloureux. De la même façon, on va pouvoir soit le garder en pression, soit on va pouvoir le masser ou le tapoter. Et enfin, on va parler de ce point qui se trouve, donc vous allez avoir la malléole interne, vous placez 4 doigts au-dessus de la malléole interne et vous allez chercher de nouveau ce point douloureux. Et vous allez pouvoir, celui-là, l'activer pendant 1 à 2 minutes en faisant des petits mouvements circulaires. N'hésitez pas, dès que vous avez des douleurs, à utiliser ces 3 points les uns à la suite des autres par ce petit massage. Nous allons aborder maintenant le CBD. Le CBD qui est très à la mode. Pourquoi ? Parce qu'il a des propriétés analgésiques, donc antidouleurs, anxiolytiques, anti-inflammatoires. Il améliore notre sommeil et il donne un effet aussi anti-nauséeux. Alors, le CBD, il faut savoir qu'il n'a pas d'effet psychotrope. C'est la particule de THC qui a cet effet psychotrope, alors que le CBD, lui, n'a aucune substance addictive. Donc, on peut tout à fait utiliser du CBD tout au long de son cycle, donc en prévention, en prenant quelques gouttes tous les jours, et puis on va pouvoir rajouter une prise sublinguale au moment où on a les dysménorrhées, au moment où on a mal. Donc, le protocole, c'est d'avoir du CBD peut-être en prise quotidienne, et au moment où on a ces règles, on va pouvoir utiliser une prise sublinguale. Il faut penser, bien vérifier que sur votre flacon de CBD, c'est bien marqué spectre complet. Et on peut l'utiliser donc juste avant les règles, pendant les règles et après les règles. Les doses recommandées sont entre 10 à 100 mg par jour. L'intérêt, c'est que vous trouviez votre dose qui vous convient. Il faut savoir que le CBD fonctionne beaucoup mieux si on a une prise quotidienne avec une prise sublinguale au moment de la crise. Il n'y a pas tellement de contre-indications, à part les contre-indications habituelles pour les médicaments, que ce soit sur les insuffisances hépatiques, rénales ou les maladies cardiovasculaires. Merci Camille, merci Simon pour cette présentation. Alors, l'objectif de ma présentation maintenant, on va parler de nutraceutique. Nutraceutique, c'est quoi ? J'aime bien ce mot, c'est une contraction de nutrition et de ceutique de médicaments. C'est tout simplement les compléments alimentaires qui ont un rôle de plus en plus important à jouer dans la santé féminine. Comme Simon l'a dit tout à l'heure, les femmes sont de plus en plus pressées, elles veulent des solutions sans effets secondaires, qui agissent rapidement. Je ne dis pas que les compléments alimentaires, c'est la panacée, mais ça peut répondre au moins à un désir qui est très important, celui de la naturalité. Et donc oui, avec la nutraceutique, en fait, on peut soulager plus ou moins efficacement les dysménorrhées primaires. C'est possible, sous réserve bien entendu qu'il y a des éléments de preuve cliniques et scientifiques, sur une base de rationnel scientifique bien étayée. Donc je serais tendance à dire oui, c'est possible de prescrire et de conseiller, et on va dire sur quelle base. Alors, comment ça marche exactement ? Vous avez donc 2 axes sur lesquels les compléments alimentaires peuvent agir. Le premier, c'est classique, c'est le domaine, on va dire, des antalgiques et des anti-inflammatoires, c'est de soulager les douleurs de dysménorrhée primaire. On a des ingrédients d'origine naturelle, donc des extraits de plantes, des micronutriments, des vitamines, des minéraux, en fait, qui ont fait l'objet d'études chez des femmes ayant des dysménorrhées primaires et pour lesquelles on a démontré des effets sur la réduction de la douleur et de l'inconfort, notamment, donc chez des femmes âgées entre 18 ans et 30 ans en moyenne. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, qui est aussi inhabituel, c'est que ça peut également régulariser le flux menstruel en cas de menstruation abondante. Donc, ce sont les ménorrhagies idiopathiques qui sont très fréquentes, notamment chez les adolescentes. Et en fait, on voit qu'il y a des études cliniques qui sont faites notamment en Iran, donc avec des ingrédients d'origine alimentaire, pour lesquels on mesure l'efficacité en fait sur la douleur et pour lesquels on constate également une régulation du flux. Donc, soit le flux menstruel est raccourci, soit le volume en fait est plus faible que le groupe placebo. Donc ça, c'est des choses intéressantes qu'il faut noter et qui sont démontrées et qui ont été observées avec les compléments alimentaires.
Alors, de quels ingrédients on parle en fait? Donc, dans les complémentaires, vous avez beaucoup de choses. Hein. Vous avez des substances à base de plantes, des extraits, des poudres, vous avez des vitamines, des minéraux, vous avez des substances physiologiques comme la mélatonine par exemple. Donc les plus couramment celles qu'on retrouve dans les compléments alimentaires, c'est par exemple les plantes, donc en poudre, en tisane, en extrait, etc. Vous avez également des oligo-éléments, donc et également les macro-éléments, donc le magnésium, le zinc. Vous avez également quelques vitamines, mais on va surtout s'attarder sur les plantes et les oligo-éléments pour lesquels en fait il y a vraiment beaucoup d'éléments de preuves cliniques, donc aussi bien des études in vitro, in vivo chez l'animal, mais également cliniques chez des femmes qui souffrent de dysménorrhée primaire. Donc je vous propose d'en découvrir quelques-unes. Donc au niveau des plantes, qu'est-ce qu'on a? C'est essentiellement des plantes, on va dire, à usage alimentaire. Donc, c'est des choses qu'on peut acheter au supermarché, que l'on peut mettre dans son assiette, qui ont un usage traditionnel souvent dans les pays d'Asie, notamment en Iran, etc. Et donc, la plus connue est celle que l'on voit notamment dans les recommandations, dans les méta-analyses et de tout ce qui est société savante. Donc, c'est le gingembre. Donc, pour ceux qui aiment manger le japonais, les sushis, les makis, donc pensez à vos petites tranches de gingembre marinées. Donc, celles qui ont un peu de dysménorrhée, n'hésitez pas à en prendre, ça fait du bien. Donc, il faudra en prendre beaucoup par contre, mais c'est toujours mieux que rien. Vous avez également le fenouil, donc qui a de multiples propriétés intéressantes, donc carminatives, digestives, que l'on trouve également dans le curry indien, par exemple. Donc c'est très intéressant aussi, donc pour l'allaitement, les dysménorrhées, voilà. Et vous avez également la camomille matricaire. J'insiste bien sur le nom camomille matricaire et non pas la grande camomille. Même si le nom est similaire, il s'agit de deux plantes différentes. La camomille matricaire, vraiment, a fait l'objet de nombreuses études dans les dysménorrhées, tandis que la grande camomille est plutôt réservée dans les migraines, donc dans prévention des crises migraineuses. Et l'aneth, pourquoi j'ai mis l'aneth? Parce qu'il y a beaucoup de plantes de la famille des apiacées, donc le fenouil, l'aneth, qui ont beaucoup d'huile essentielle, qui ont une action, on va dire, antalgique, anti-inflammatoire. Justement, comment ces plantes fonctionnent? Le point commun en fait de ces différentes plantes, c'est leur mécanisme d'action. Donc la plupart de ces plantes sont globalement anti-inflammatoires. C'est-à-dire que in vitro, in vivo, elles ont démontré une action pour inhiber la cascade inflammatoire. Donc on l'a vu tout à l'heure avec la présentation de Simon Ducolombier. Le rôle très important de la cascade arachidonique avec la sécrétion de prostaglandines et de leucotriènes qui sont médiées notamment par les cyclooxygénases de type 2 et les lipoxygénases. Donc ces enzymes sont notamment ciblées par les anti-inflammatoires, donc notamment les COX-2. Vous avez également des plantes, notamment le gingembre, qui en plus d'être anti-inflammatoire a également une action antalgique, analgésique. Donc par certains récepteurs de la douleur, donc par les voies de la douleur. Donc, ce n'est pas une action antalgique directe, ça agit de manière sur la transduction de la douleur. Et vous avez des plantes aussi qui ont une action, on va dire, space-fond-like, si je puis dire. C'est le fenouil, la camomille matricaire, qui va avoir une action donc relaxante musculaire, donc pour limiter les contractions musculaires. Donc ça, c'est sur le papier, mais voilà, ce qui nous intéresse, c'est les preuves cliniques. Tous ces ingrédients-là, qui sont notamment cités dans les méta-analyses, ont fait l'objet d'études chez des femmes souffrant de dysménorrhée primaire versus placebo et aussi versus anti-inflammatoire non stéroïdien. Le plus courant, c'est l'ibuprofène et on voit de plus en plus l'acide méfémanique, donc qui est le Ponstil, que l'on connaît bien en France notamment. Donc ça, c'est pour les plantes. Et au niveau des oligo-éléments, en fait, je vous mettrai simplement les deux qui me semblent très intéressants, c'est le magnésium et le zinc. Le magnésium qui est l'antagonisme parfait du calcium au niveau de la contraction musculaire. Donc ces deux oligo-éléments, on sait qu'ils peuvent avoir un effet intéressant quand on les prend en supplémentation. On sait que notamment les femmes qui ont des syndromes prémenstruels sont souvent carencées en phase lutéale en zinc et en magnésium. Donc il y a un impact évident, notamment le magnésium. Donc nous sommes tous carencés en magnésium. Le magnésium a également une action adjuvante, je dis bien adjuvante. Ça pourrait permettre de potentialiser l'action de certains antalgiques, donc prendre du paracétamol ou des anti-inflammatoires en complément du magnésium, ça permettrait de potentialiser l'effet antalgique anti-inflammatoire. Et le zinc, très intéressant, il est vraiment impliqué dans de nombreux processus inflammatoires et donc le fait d'être carencé pourrait faire flamber l'inflammation dans le corps. Voilà. Donc, au niveau des preuves, le magnésium, malheureusement, n'a pas beaucoup de preuves cliniques. Elles sont assez anciennes, donc dans les années 90, donc c'est pas terrible. Néanmoins, le zinc, il est très intéressant. Il y a beaucoup d'études récentes, et surtout versus placebo et versus acide méfémanique. Donc ça, c'est très, très, très intéressant. Alors, on parle d'études, c'est vrai que des fois il y a à boire et à manger, donc il y a des bonnes études et des moins bonnes, et puis des fois elles sont biaisées, des fois elles ne sont pas bien faites. C'est pour ça que c'est important de se baser sur des méta-analyses, et notamment j'aime bien la Cochrane,
Voilà, donc vous avez 2 revues Cochrane qui ont été faites en 2001 et en 2016, pour lesquelles vous avez une revue complète de nombreux ingrédients qui rentrent dans la composition du complément alimentaire. Le magnésium figurait en 2001, malheureusement il a été enlevé en 2016, c'est bien dommage, mais il faudrait faire plus d'études. Donc au global, vous avez 12 plantes, 5 substances qui ont été abordées donc, dans les revues Cochrane. Donc il y a des niveaux de preuve plus ou moins étayés, donc par exemple le gingembre. Bizarrement, c'est la plante numéro 1 que l'on retrouve notamment dans les recommandations des sociétés savantes, comme celle au Canada, celle aux États-Unis, donc on en a parlé tout à l'heure. Le gingembre a un niveau de preuve important donc, dans les recos canadiens, donc IA. Alors IA, c'est pas intelligence artificielle, hein, c'est un niveau de preuve très très intéressant parce que vous avez des études cliniques randomisées contrôlées versus placebo ou versus anti-inflammatoire. Donc ça, c'est très très important en termes d'efficacité. Et puis au niveau de la coque, ils recommandent le magnésium et le gingembre, surtout si vous avez des troubles gastro-intestinaux associés, parce que comme vous le savez, le gingembre est aussi très intéressant pour son effet anti-émétique. Donc ça peut aussi survenir en cas de dysménorrhée, donc tout ce qui est nausée et vomissement. Donc il y a les études, il y a les preuves cliniques, il y a les méta-analyses et également les recommandations des sociétés savantes en gynécologie. C'est important parce que maintenant, les compléments alimentaires, ça fait partie de l'arsenal thérapeutique, ça fait partie des nombreuses demandes en fait, des patientes en consultation. Les femmes sont de plus en plus, elles souhaitent des choses naturelles, entre guillemets, pour prendre soin de leur santé, plutôt que de passer par du tout chimique, entre guillemets. Donc ça, c'est intéressant à noter. Voilà, donc chez CCD, en fait, on a fait le choix, en fait, on a lancé récemment, en fait, un complément alimentaire. Et je vois que mon petit truc ne marche plus, c'est embêtant. Il y a plus de piles, donc... Voilà, ça marche mieux. Donc, chez CCD, en fait, nous avons lancé un complément alimentaire qui s'appelle Oligopt Relgodifi. Donc, dans la plupart du temps, on essaie de respecter au maximum ce qui est dit dans les études cliniques en termes de dose, en termes de qualité d'actifs. Mais c'est vrai que c'est souvent des ingrédients qui sont pris et étudiés séparément. Et on a fait le choix, en fait, dans notre laboratoire, de faire une étude d'usage en vie réelle que je vous propose de découvrir en termes de résultats et qui fait écho en fait à beaucoup de plaintes de la part de nos patientes. Donc j'ai d'une part juste pour vous dire ce qu'il y a dans le produit, on a fait un choix très judicieux de mélanger en fait des plantes et des oligo-éléments. Donc on a mis du gingembre, on a mis du fenouil, de la camomille matricaire et également du zinc et du magnésium et bien entendu de la vitamine B6 parce que qui dit magnésium dit forcément vitamine B6. Et donc on a fait le choix en fait de faire une étude d'usage en conditions de vie réelle. Donc certes, ce n'est pas une étude clinique, mais c'est important de dire comment les patientes perçoivent le produit dans la vraie vie, entre guillemets, j'aime bien dire la vraie vie. Donc on l'a testé chez 100 femmes souffrant de dysménorrhée primaire, donc on dit simplement règles difficiles, d'âge moyen 33 ans, basé exclusivement en France. Et donc on a fait le choix de leur envoyer en fait un produit à tester pendant 2 cycles menstruels. Donc le produit se prend à raison de 3 comprimés par jour, pendant 5 jours, dès le premier jour des règles. Et donc, elles avaient 3 auto-questionnaires à remplir. À T0, donc avant la prise du produit, à T1, lors de leur premier cycle menstruel, pour lequel elles devaient démarrer la cure. Et T2, c'est au 2e cycle. Alors, qu'est-ce qu'on leur a demandé ? Plein de choses. On leur a demandé qu'est-ce qu'elles font quand elles ont mal. Donc, elles prennent de la bouillotte, elles font du sport, elles prennent des huiles essentielles, elles prennent du CBD. En fait, c'est très varié. Ça rejoint les thérapeutiques que Camille nous a présentées. Il s'avère également, comme Simon l'a dit, c'est qu'il y a beaucoup de syndromes prémenstruels chez les femmes ayant un syndrome des dysménorrhées primaires. Il y a une patiente sur 2 qui a mal, qui a également un syndrome prémenstruel. Donc on leur demande plein de choses, leur qualité de vie, leur impact, etc. Et après on leur demande plein de choses une fois qu'elles ont testé le produit. Est-ce que ça va mieux ? Est-ce qu'elles ont un sentiment que ça va plus vite ? Est-ce qu'elles sont satisfaites, etc. Donc c'est vraiment des questions où on les interroge sur leur ressenti suite à la prise du produit, tout simplement. Donc il y a 2 enseignements importants qu'il faut retenir parce qu'il y a eu énormément de résultats, donc ce serait vraiment trop long de tout vous montrer. Mais moi, ce que j'aime bien retenir dans cette étude, c'est que le premier point, si la répète veut bien marcher, c'est qu'on observe une réduction de la douleur et de l'inconfort lié aux règles. Alors vous allez me dire, mais pourquoi on parle de douleur avec un complémentaire ? Oui, c'est possible. On peut parler de douleur parce que celle-ci est récurrente, ce n'est pas lié à une maladie, parce que c'est un état physiologique qui est normal. Donc chez les patientes, chez les participantes qui ont testé notre produit, on observe une amélioration des douleurs et de l'inconfort des règles. Et surtout, il y a une forte proportion des femmes qui, dès le premier mois, dès le premier cycle mensuel, ont observé une amélioration de leur état général.
Donc j'ai mis beaucoup d'animations. Donc concrètement, ce qu'il faut retenir, c'est que près de 8 femmes sur 10 voient une diminution de leur douleur, de l'inconfort, donc surtout au bout du 2e cycle, et près de 9 femmes sur 10 ont une amélioration de leur douleur dès le 1er cycle menstruel, donc tout type de douleur, quelle que soit la localisation, au niveau du ventre, au niveau du dos, etc., au niveau du bas-ventre, donc c'est musculaire, etc., puisque des fois, ça peut être très diffus. Donc voilà, donc ça c'est le premier mois très important. Donc dès le 1er cycle, on a une amélioration des douleurs et de l'inconfort dès le 1er cycle menstruel. Deuxième point important, donc on a parlé tout à l'heure de l'impact sur la qualité de vie et l'absentéisme. On leur a également demandé combien de jours elles étaient amenées à être absentes de leur travail ou absentes du lycée ou absentes de la faculté. Donc on observe qu'à T0, toutes ces femmes ont vraiment un impact très très important sur leur quotidien. Donc sur une échelle de 0 à 10, il y a une note moyenne de 7,58, c'est-à-dire qu'elles ont vraiment très très mal. Elles douillent. Et donc elles sont obligées de s'absenter minimum 2,07 jours par mois. Et sur les 100 femmes qu'on a interrogées, il y en a seulement 2 tiers qui n'ont pas été amenées à s'absenter. Et qu'est-ce qu'on voit en fait au bout de 2 mois de cure? Ce chiffre est amené à s'améliorer, donc on passe de 7,58 à 4,85. De 2 jours, on passe à 1 jour 25 et on passe à presque 96% des femmes qui n'ont pas été amenées à s'absenter suite à la prise de notre produit, donc au bout de 2 cycles menstruels consécutifs. Donc au final, on améliore la qualité de vie, on améliore le niveau d'inconfort, on réduit de 40% le nombre de jours d'absentéisme et puis surtout on augmente la part de femmes qui n'ont pas été obligées de s'absenter en 2 mois en fait parce qu'elles ont eu un inconfort qui a été grandement amélioré au point de ne pas être bloquées chez elles. Et dernier point, donc quand on parle d'études de la vraie vie, vous savez que maintenant notre vie est régulée par les avis sur Google, notes sur 5, etc. Donc l'avis des autres compte de plus en plus. Donc on leur demande, est-ce que vous seriez prête à recommander le produit à vos amis qui auraient un problème similaire? La réponse est oui pour 85% d'entre elles. Et elles sont même prêtes à acheter le produit sans avoir aucune notion du prix d'achat. C'est-à-dire qu'elles sont tellement satisfaites que même elles sont tellement soulagées qu'elles sont contentes et elles achèteraient le produit sans même connaître son prix. Ce qui est quand même très intéressant. En synthèse, oui, la nutraceutique, c'est très intéressant pour les dysménorrhées primaires. On l'a vu, il y a des plans, des vitamines, des oligoéléments. J'ai pas beaucoup parlé des ménorrhagies idiopathiques parce que, rappelez-vous, l'un des principales mécanismes d'action qui serait à l'origine des ménorrhagies idiopathiques, c'est notamment une hypersécrétion de prostaglandine. Donc le fait de prendre des anti-inflammatoires ou des plantes anti-inflammatoires pourrait résoudre le problème et donc réguler le flux menstruel qui peut être très abondant. Oui, c'est bien, mais il faut prendre des ingrédients qui ont fait l'objet d'études cliniques versus placebo, versus anti-inflammatoires de préférence. Et surtout, moi j'aime bien regarder par rapport au vu Cochrane, par rapport aux recommandations des guidelines américaines, canadiennes. Et moi, je regrette qu'en France, j'ai cherché partout, mais j'ai pas trouvé de recours de nos instances représentatives des gynécologues pour les dysménorrhées. Donc peut-être que j'ai mal cherché. Voilà, en tout cas, j'ai pas trouvé. Et donc, bien entendu, souvent les complémentaires, ce que vous avez, c'est une formulation qui est empirique à partir de la littérature scientifique. Et bien entendu, si possible, sous réserve que le budget le permet. Donc les entreprises, moi j'encourage beaucoup les entreprises à tester leurs produits en vie réelle chez les femmes. Et c'est la première étape vers des vraies études cliniques randomisées, contrôlées versus placebo. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci à nos intervenants. Nous allons maintenant répondre à vos nombreuses questions reçues ce soir et retrouver Blandine en régie. Merci Fabienne. Effectivement, nous avons reçu beaucoup de questions ce soir lors de ce webinaire. Alors, commençons tout de suite avec une première question pour Isabelle Boquin. Comment Oligobs Règles Difficiles agit sur la régulation du flux des règles? Quand on parle de ménorrhagie idiopathique, j'espère que je ne dis pas de bêtises, mais n'hésitez pas à répondre. Enfin, c'est ce que j'ai lu dans la littérature, c'est que souvent on n'a pas de cause identifiée, mais une des hypothèses en fait serait une hypersécrétion de prostaglandine. C'est pour ça que quand on donne des anti-inflammatoires non stéroïdiens, non seulement ça permet d'avoir moins mal, mais ça permet également de réduire en fait. Il y a un effet au niveau des contractions des vaisseaux utérins. Et donc dans les études en fait qu'on a vues dans certains micronutriments et plantes en fait qui ont une action sur la douleur, il y a aussi une action sur la régulation du flux. Et donc ça serait par la régulation une diminution de cette hypersécrétion de prostaglandine. Voilà. Merci beaucoup. Alors, une seconde question peut-être pour Camille Talley. Est-ce que l'huile d'eucalyptus peut être efficace en cas de dysménorrhée?
Alors, c'est pas l'huile que j'utiliserai en première intention. J'utiliserai plutôt des huiles essentielles de basilic qui vont pouvoir être appliquées sur la peau. On la mélange, donc on prend un peu d'huile végétale, peut-être un peu d'huile d'amande douce, et on va pouvoir mettre un peu d'huile essentielle de basilic ou de l'huile de sauge scarlet, et on va pouvoir l'appliquer sur l'abdomen pour diminuer la douleur au niveau des contractions utérines. Merci beaucoup. Une question pour le docteur Ducoulombier. Seriez-vous prêt à associer Oligops règles difficiles au traitement de prise en charge des dysménorrhées secondaires ? On en vient de plus en plus à aborder ces questions. Et que ces thérapeutiques complémentaires, mais que ce soit les thérapeutiques qui ont été présentées par ma collègue Madame Talley, ou toute la micronutrition, de plus en plus on en parle parce que c'est une demande de nos patientes et comme je le disais, le but c'est d'éviter la formation de douleurs chroniques et donc d'essayer de lutter en amont. Et donc plus on a de thérapeutiques à proposer et qu'elles soient acceptables pour les patientes, mieux c'est pour les patientes dans l'avenir, parce qu'une fois que les douleurs chroniques sont installées, ça devient très complexe et la différence entre les dysménorrhées primaires, secondaires s'estompe avec le temps. Et donc même pour les dysménorrhées primaires, il n'y a pas forcément besoin d'être dans les dysménorrhées secondaires pour pouvoir associer ces thérapeutiques. Et je pense que de toute façon les patientes le font avec nous ou sans nous. Donc il faut qu'on soit un petit peu au courant aussi. Que préconisez-vous pour les douleurs lors des retours de couche ? Alors, si la patiente est douloureuse au moment de son retour de couche, on va pouvoir, alors, selon si elle allait ou pas, associer des anti-inflammatoires avec effectivement une prise potentiellement d'un complément alimentaire. On va pouvoir utiliser toutes les thérapeutiques que je vous ai présentées, que ce soit l'utilisation de TENS ou la prise de CBD. Et puis, donc effectivement, la patiente n'hésite pas à associer de l'allopathie avec des thérapies complémentaires. L'objectif étant de réduire les douleurs le plus vite possible. Donc, si possible, de prendre son traitement le plus rapidement possible au moment où elle éprouve de la douleur. Merci. Une question pour Isabelle Boquin, peut-être. Y aurait-il un intérêt à prescrire Oligops règles difficiles chez les porteuses de stérilet au cuivre, se plaignant de douleurs ou d'augmentation du flux ? C'est vrai que un des facteurs de dysménorrhée, c'est aussi le port du stérilet au cuivre, ce qui n'est pas le cas avec le stérilet hormonal. Je dis pourquoi pas, sur la mécanistique pourquoi pas, mais s'il y a des études qui permettent de démontrer, encore mieux. Mais à ma connaissance, je n'ai pas encore cherché, j'avoue. Mais sur le principe, je ne vois pas d'inconvénient. Merci. Alors, on en parlait tout à l'heure, Camille Talley en parlait tout à l'heure de la notion de la chaleur pour aider. Alors, on a une question. Par quel mécanisme la chaleur peut-elle réduire la douleur ? C'est connu que le froid est un antalgique, exemple la vessie de glace. Ouais. Et bien, c'est passé par l'effet myorelaxant. Le fait d'appliquer du chaud, on va permettre de relâcher les tissus. Et puis, vous avez compris que la dysménorrhée primaire, c'était cet utérus qui se contractait trop fort. Et donc, il y a une hypoxie. Il n'arrive pas à être bien perfusé. Donc, si on applique du chaud, on permet ce relâchement musculaire. Merci beaucoup. Et enfin, une dernière question pour... vous trois, comment vous souhaitez répondre, mais peut-on associer donc un patch TENS avec de la donc un complément alimentaire comme Oligops règles difficiles ? Est-ce que c'est quelque chose que vous conseillerez auquel penser ? Moi, je ne vois pas d'inconvénient. On peut l'associer à tout, surtout. L'idéal, en fait, c'est d'avoir un protocole de prise en charge dans lequel on va associer tous les traitements avec lesquels la patiente est à l'aise. Donc, effectivement, tout à fait. On va pouvoir prendre le comprimé Oligops règles difficiles au moment où on met son patch. Comme ça, on a une action tout de suite avec le patch de TENS. Et puis, l'action donc, des endorphines naturelles et puis l'action des produits qu'il y a à l'intérieur du complément alimentaire. Ce qu'il faut un petit peu garder en tête, notamment sur les dysménorrhées primaires, plus on est proactif dans notre prise en charge et plus je pense que l'efficacité est meilleure. Et ça, il faut l'avoir en tête et associer différentes thérapeutiques et pas du tout une ineptie, au contraire. Merci beaucoup à vous trois pour avoir répondu à nos questions.
Merci Blandine, merci à nos intervenants, merci à vous tous derrière vos écrans. D'ici quelques jours, vous aurez la possibilité de revoir ce webinaire en replay via votre lien de connexion habituel. Je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt sur la chaîne CCD.